Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues, émission exceptionnelle dédiée à la victoire de Mathieu Pavon sur le PGA Tour. Je suis avec Arnaud Tillous et Benjamin Cadieux de Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut JP. Alors messieurs, on a vibré, on a le cœur qui est parti à 200. C'était quand même fabuleux de voir Mathieu Pavon remporter ce premier succès historique pour le golf français sur le PGA Tour au Farmers Insurance Open. C'était dingue. C'était dingue. Tous les golfeurs français ont suivi, je crois. Moi, j'avais la chance d'être à Marrakech. Il y avait plein de pros français qui étaient là et plein d'amateurs aussi, puisque ça se jouait en alliance. Voilà, tout le monde ne parlait que de ça. On a eu plein de retours depuis, et puis pas que des golfeurs depuis samedi. Ils le disent depuis. On attendait ça depuis 1907, soi-disant, si on compte la victoire de The Open, d'Arnaud Massi, mais non, c'est du jamais vu. Donc c'était extraordinaire. En plus, le scénario était dingue. Enfin, le golf comme on l'aime. Alors, Benjamin, cette victoire de Mathieu Pavon, on l'avait dit à ce podcast la semaine dernière. Ce parcours de Torrey Pines pouvait lui convenir. On le sentait bien. Après, bon, de temps en temps, ça arrive qu'on dise pas d'âneries, qu'on tombe dessus, mais le profil du parcours collait bien à Mathieu. En tout cas, le parcours sud, le plus dur, celui qui accueille les US Open. Mais ce qui était génial, c'est pour revenir à ce que vous disiez, c'est d'allumer la télé à 9-10 trous de la fin et puis de voir le nom d'un golfeur français tout en haut du leaderboard d'un tournoi de PGA Tour. On a tendance, comme le dit l'expression, à se frotter les yeux et puis ça commence à banaliser les exploits côté français. Il y a eu Boutier, Pérez l'an dernier avec sa sortie de bunker à Abu Dhabi, et là on a Mathieu Pavon avec son coup de fer 8 enfoui dans le rough qui finit au drapeau. C'est à se frotter les yeux et c'est génial, quoi. Ouais, et surtout Mathieu Pavon qui a tenu la pression. Surtout, il était en tête, il a rien lâché, même si on a un peu frissonné vers la fin au 17 quand il rate ce putt. Ouais, mais c'est le golf, tout le monde rate des putts, les autres aussi ont raté des putts. Arnaud, je suis sûr qu'à ce moment-là vous avez dit ah là là, c'est les Français. Rien du tout, moi justement. Il va perdre. Non mais on l'entend, tout le monde l'a dit encore. Ouais, c'est encore les Français, ça va faire Van de Ven. Mais non, enfin le Français, il perd pas plus souvent que les autres. Il gagnait jusque-là moins souvent que les autres malheureusement. Mais la pression, elle est la même pour tout le monde. Et les Français, ils sont très bons sous pression. On l'a encore vu en hand ce week-end. Ils ont été champions d'Europe. Voilà, les Français savent gérer la pression maintenant dans tous les sports. Faut arrêter avec ce truc-là. Et d'ailleurs, Mathieu l'a prouvé parce que il rate le petit putt, mais le plus important, c'était celui d'après au 18 et celui-là, il l'a mis. Donc la pression chez les Français, non. Bah, évidemment, il y en a qui ratent de temps en temps, mais comme tous les joueurs, encore une fois, les autres aussi ont raté. Mais le Français ne rate pas plus que les autres sous pression. Faut arrêter de croire ça dans tous les golfs le dimanche. J'espère, comme le disait Benjamin, avec tous ces succès, j'espère que les gens vont arrêter de se dire ouais, le Français il craque le dimanche. Bah non, enfin là, en l'occurrence, samedi. Non, la preuve, on peut gagner. De temps en temps, ça gagne, bascule de exactement. bon côté, quoi. Allez, justement, on va écouter Mathieu juste après sa victoire. On a réussi à l'avoir, Benjamin, vous avez réussi à l'avoir dans la nuit de samedi à dimanche. Mathieu Pavon. Pour Mathieu, c'était dimanche matin chez nous. Exactement. Mathieu Pavon. Il venait de se coucher, il était sous la couette. Voilà, il était sous la couette. C'est encore pour ça qu'on l'a pas filmé. Sur le coup de l'émotion, et on l'écoute, Mathieu. Ça va, j'ai l'impression d'avoir livré un combat de boxe pour le titre de champion du monde des poids lourds en 12 rounds, bien jusqu'au dernier souffle. Donc voilà, c'était une très très longue journée, très très long 2 derniers jours même. Ça a joué assez lentement sur le parcours. Il y a eu beaucoup de choses à gérer émotionnellement, donc voilà, ça a été dur, mais voilà, ça en valait la peine. On va refaire ce trou numéro 18 là qui va marquer l'histoire du golf français. Déjà ce deuxième coup, est-ce qu'il t'a fait un peu douter? Ouais, bien sûr qu'il m'a fait douter, il m'a fait complètement douter parce que donc voilà, je savais que en jouant mon 52 degrés, il me resterait quoi qu'il arrive un assez long. J'essaie de la faire décoller très vite, je me recule peut-être un peu, je sais pas vraiment si ma balle en décollant ne chope pas par exemple juste un morceau de l'air. Je la vois tourner sur la gauche, je comprends pas trop et voilà, en tournée, je me rends vite compte que je vais me mettre dans le sale drap et voilà, j'arrive sur ma balle et j'ai quand même un tout petit peu de chance sur le lie. Je vois qu'elle est pas complètement au fond. Après les roughs sont vraiment très épais, mais je vois qu'il y a quelque chose à faire. Je me dis que de suite, je m'en sens complètement capable. Voilà, mon cadet était parti sur une option plutôt défensive et un lay-up.
Mais voilà, ça me frustrait énormément cette idée de pouvoir peut-être donner le tournoi sur ce 17 et 18 en devant me recentrer. Et donc voilà, je me suis juste dit dans ma tête que quitte à perdre ce tournoi, autant le perdre comme un homme, autant le perdre en essayant le tout pour le tout et en essayant de faire ce coup héroïque. Et voilà, je me suis engagé pleinement dans ce coup et j'ai la chance que ma balle sorte assez soft et vienne se poser dans le bord de la cassure et arrive à redescendre à une dizaine de pieds, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu t'es dit bon allez, je me ressens, peut-être que je peux arracher un play-off et au pire ça fait top 3, la carte est quasiment assurée. Non, c'était objectif, victoire, point barre. Ouais, c'est ça. De toute façon, il m'arrive quoi au pire, je mets dans l'eau, je wedge, je fais 2 putts, ça fait un double bogey. Bon bah voilà, t'as perdu le tournoi mais au moins t'as tout donné jusqu'au dernier coup pour avoir une chance de gagner ce titre sur le PGA Tour. Après, j'ai envie de dire que finir 2e ou finir 4e ou 5e, c'est pour moi bien sûr qu'en termes de gains et de points c'est intéressant, mais ça a la même valeur. Si on joue aujourd'hui les tournois, si tous les professionnels on s'aligne sur des tournois, c'est pour essayer de les gagner. Donc voilà, s'il y a une chance que ça se produise, et si on peut faire que ça se fasse, je suis pour tenter ces choses-là et voilà, aujourd'hui ça m'a clairement réussi. Comment tu l'expliques cette victoire d'un point de vue stade, d'un point de vue jeu? Ouais, c'est un tout. Je pense que le jeu est vraiment solide. Hormis mon 3e tour, donc vendredi, où pour moi je suis passé complètement à côté en termes de driving. Je trouve que j'ai été très très solide sur ce point-là. C'est très important de choper les fairways cette semaine. Le rough était vraiment difficile. Donc voilà, j'ai vraiment chopé énormément de fairways. De ces fairways-là, j'ai fait quand même assez peu d'erreurs sur mon jeu de fer. J'ai été patient quand il a fallu. J'ai attaqué un peu plus sur des drapeaux plus accessibles. Et puis voilà, on va pas se mentir, pour gagner des tournois, il faut putter. C'était une semaine un peu particulière parce que les greens sont assez rapides, mais sont pas très très bons. Voilà, c'est du Poana, la balle saute beaucoup, ils sont très marqués. Cette semaine, j'ai quand même manqué sur les 3 derniers tours sur le South, j'ai quand même manqué 3 ou 4 putts à 3 feet et moins, ce qui est quand même très 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 rare parce que de mémoire, je crois qu'en dessous de 6 feet, la saison précédente, j'étais à 90%. Donc manquer 4 fois des distances comme ça en 3 jours, c'est assez incroyable. Mais bon, à côté de ça, j'ai eu des très très bons moments de putting. J'ai mis des très très belles ficelles en me concentrant beaucoup sur le dosage et voilà. Je pense que c'est ces 2 secteurs de jeu-là qui ont fait la différence, de bien mettre en jeu, jamais vraiment se pénaliser méchamment et avoir un putting plutôt solide toute la semaine et régulier. Le moment clé, c'est le putt du 16 ou c'est le putt du 18? Le putt du 16 est énorme, c'est une crème renversée totale. Ouais, c'est une crème renversée totale parce que je sens très bien que Stéphane Jagger, il est là à 3 mètres du poteau et il va me le glisser. Donc ouais, je sens que c'est en train de tourner, sachant que je manque ce putt au 15, je fais un super putt au 15 et malheureusement elle rentre pas. Donc je me dis que à ce moment-là, voilà, c'est peut-être ce moment-là qui va faire que ça va tourner, mais voilà, encore une fois, j'étais plein de positifs, voilà, j'étais prêt à sacrifier un coup. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je savais que j'étais en position délicate. Cette sortie des bunkers, j'aimais pas trop, tout en montée, beaucoup de sable dans le bunker. Voilà, je me suis dit, essaye de la faire monter un peu sur le green, et puis essayer de faire 4, limiter la casse, faire un bogey, me laisser encore 2 trous pour avoir une chance de gagner. Et voilà, en essayant de faire bogey, généralement, c'est là où on a des bonnes surprises et ce putt a glissé comme par magie un peu dans le trou. Là, ce moment-là, tu peux nous le faire revivre. T'es sur le 18, tu vas jouer un putt de 3 mètres pour gagner sur le PGA Tour en étant totalement rookie.
Ouais, là c'est différent. Là, mentalement, je suis dans une disposition qui est totalement autre. Je viens de réaliser le coup parfait au bon moment pour me mettre dans cette position-là. Et là, je viens clairement dans un état d'esprit pour tuer le tournoi. Je lis ce putt et je le vois 10 voire 15 fois rentrer avant même de le putter. Pour moi, il n'y a aucun doute que ma ligne est la bonne. Je sais exactement la vitesse avec laquelle je veux la taper. Tout est très clair dans ma tête. Voilà, donc je m'engage pleinement sur cette décision et avec je me mets à ce moment-là dans cet état d'esprit un peu de tueur et voilà, c'est le moment de finir le travail et voilà, des potes comme ça, on en a peut-être des centaines quand on était gamin au putting green à se dire voilà, toi t'es le pote pour gagner le Master, toi t'es le pote pour gagner tel tournoi et voilà, quand t'as finalement l'occasion de le faire, c'est là qu'il faut le faire et je pense que tous ces super exercices de putting que je fais au quotidien avec mon coach Jon Carlsen m'aident pour beaucoup dans ça. Mais est-ce que tu as, entre guillemets, mieux géré cette victoire, cette deuxième victoire en quelques semaines? Ouais, beaucoup moins touché. Voilà, c'était vraiment un feeling différent. Je me sentais peut-être encore mieux armé que la première fois pour faire face à ces émotions. Je l'avais déjà vécu en Espagne, je savais à quoi m'attendre. Donc, entre guillemets, je savais comment je devais les gérer pour que ça se passe au mieux aujourd'hui. Et voilà, j'ai jamais été surpris aujourd'hui de mes attitudes, des pensées qui me sont passées par la tête. Je savais exactement quoi faire quand elles sont venues me toucher. Et je pense que voilà, c'est cette petite expérience-là qui a fait que ça a pu faire une différence aujourd'hui. Pour terminer, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer les portes que tu t'es ouvertes en gagnant ce tournoi? Le Masters, c'est celui que j'attends le plus parce que c'est vraiment pour moi le plus spécial de tous, celui dont je rêvais de fouler la pelouse. Donc moi, ça va être un moment spécial, je pense, quand je vais mettre un pied là-bas. Voilà. Après, comme tu as très bien dit, on va faire partie de certains des Signature Events. On va jouer un player cette année. Donc voilà, gros calendrier. Ça va être vraiment hyper excitant de pouvoir aller jouer ces tournois-là et pouvoir encore une fois se jauger son golf contre quelques-uns contre même. Voilà, Mathieu Pavon, juste après sa victoire, et Benjamin, on le sent, Mathieu Pavon, il a gagné ce succès, mais il est réaliste, il le dit d'ailleurs, tous les meilleurs n'étaient pas là, il reste quand même la tête sur les épaules. Ouais, je sais pas s'il le dit dans cet extrait qu'on vous a sélectionné, puisqu'on s'est parlé pendant 17 minutes. Pour être précis, il a dit effectivement qu'il y a des joueurs qui sont partis sur le livre, il y a des joueurs qui ne jouaient pas ce tournoi. Et il est hyper modeste, mais dans le bon sens du terme. Il est allé chercher la victoire, comme il l'a dit, avec cet échange avec son caddie qui est mémorable. Il dit non, moi je joue la gagne comme un bonhomme. Et ça a marché, mais il a dit que ça aurait pu aussi ne pas marcher suite à l'incertitude du lie dans le rough. Et donc il garde quand même un peu de modestie, il garde vraiment la tête sur les épaules. Et ça fait aussi plaisir à entendre. Et parce qu'on est toujours un peu à se dire après une victoire, bah alors la semaine prochaine et alors la suivante, et bah c'est vrai qu'on a envie d'y croire. Il inspire la solidité, Mathieu Pavon, ouais. aussi bien physiquement que techniquement. Et surtout, on a l'impression que c'est pas une finalité cette victoire à Torrey Pines, c'est plutôt un début, quoi. Bah c'est même depuis l'Espagne, de toute façon, il joue à un niveau de jeu. On le sait très bien qu'en golf, le plus dur c'est la régularité. Lui, il joue depuis le mois d'octobre l'année dernière, mais c'est incroyable. Sa fin de saison, elle était dingue. Il s'était un peu raté en Afrique du Sud juste avant Dubaï, mais il a rectifié le tir à Dubaï. Enfin, il s'est un peu loupé sur le dernier tour, mais jusque-là, il jouait très bien. À Dubaï, il l'a prouvé la semaine d'après. Et là, il fait 7ème, top 20 la semaine dernière, je sais plus exactement combien. Et là, il gagne. Donc, 31ème, ça va pas s'arrêter, quoi. Et surtout, c'est là où on se dit l'importance de ce putt à Dubaï pour gratter cette carte sur le PGA Tour. C'est 4 birdies pour C'est 4 birdies de suite. C'est incroyable ce destin finalement qui s'écrit pour Mathieu Pavon, quoi. Depuis le temps qu'on entend les golfeurs dire qu'en golf ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, bah là on l'a vu, ça a été très vite pour Mathieu Pavon. Mais il met ces 4 birdies là, mais encore une fois c'est pas un hasard, hein. Il a pas rentré des ficelles non plus pour rentrer j'ai revu la stat, je crois qu'il a rentré des 3 mètres, des 4 mètres, des 5 mètres, et le dernier il y a moins d'un mètre pour c'est ceux qui bossent à fond avec Jon Carlsen. Ouais, et puis
il s'est mis en position. Donc, il a ce très bon par sauvé au 16 aussi. Et la semaine d'avant, encore une fois, il s'est raté le dimanche. Il a dit j'ai appris. Il l'a prouvé la semaine d'après. Donc oui, effectivement, on peut repenser à ces 4 birdies là, mais quelque part, il est comme ça depuis le mois d'octobre. Et j'ai envie de dire, si ça s'était pas passé là, il aurait trouvé un moyen quand même de grimper parce qu'il est. On va entendre Greg Avray tout à l'heure, il est sur une pente ascendante depuis de longs mois et là il concrétise enfin, il a su saisir les opportunités, enfin c'est dingue d'arriver sur le PGA Tour et de s'imposer au 3e tournoi, mais même de faire top 10 dès le premier quoi. Et surtout, vas-y Benjamin. C'est ce qu'on disait au podcast d'avant avec Guillaume, c'est qu'on se disait l'adaptation, mais quand vous jouez bien au golf, parce qu'on avait pris l'exemple tu te souviens Arnaud est-ce que tu te souviens de Davor Suker, j'aime bien, c'était l'attaquant qui changeait de championnat tout le temps et qui marquait tout le temps, et il disait de quoi, c'est le même terrain, c'est les mêmes règles. Mais vous savez, quand vous drivez bien comme Mathieu avec ses petits fades, et que maintenant vous mettez un putt et demi de moins par tournoi, voire quasiment 2 putts de moins par tournoi, vous jouez bien au golf, vous battez les autres, ou en tout cas vous faites jeu égal. Oui, et puis c'est pareil, on avait eu Nico Colsart dans le journal du golf il y a 10 ans, qui avait passé toute son année à détester les États-Unis, aller de môle en môle en ne sachant pas quoi faire. Lui, il a dit, je me sens américain, j'aime tout dans ce pays. Voilà, il est à l'aise depuis qu'il est arrivé là-bas. Il vit un rêve. Ça partout depuis, on l'entend qu'il a toujours rêvé de jouer le PGA Tour. Il vit un rêve éveillé. Il est bien là-bas, il est bien dans son. Et les résultats sont là aussi. Les résultats sont là. Voilà, tout est validé. Le rêve continue pour Mathieu Pavon, et un autre joueur qui a dû être ravi de ce succès, c'est Thomas Levé. Thomas Levé qui a une importance capitale quand même dans la vie de Mathieu Pavon. Il l'avait pris sous son aile juste après les études de Mathieu. Il était allé aux États-Unis. Il avait passé du temps à West Palm Beach. Chez Thomas Levé, qui l'avait entraîné, qui l'avait vraiment pris sous son aile, et il le dit, Mathieu Pavon, Thomas Levé a été un des seuls qui a cru en moi, et justement, on va l'écouter, Thomas. T'as vu ça, c'est incroyable. Quelle folie. Quelle folie. C'est de la folie, le finish, j'étais comme un fou. Moi, j'ai regardé, je l'ai eu au téléphone depuis 5-6 jours, donc tous les soirs. Mais, ah oui ouais, parce qu'on s'envoie des messages parce qu'il cherchait, tu sais, une baraque, à se loger à Palm Beach, ouais. Il venait peut-être à la maison dimanche s'il jouait pas le Pebble Beach, tu vois, donc des petits trucs, quoi. Bon, et comment tu l'as trouvé cette semaine? Il était serein? Non, il est serein depuis 4-5 ans, à peu près. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire qu'il a mis un plan de jeu, il a mis un plan de jeu en marche, et je crois qu'il a écouté beaucoup de gens, il a fait son analyse, et puis il a monté un jeu qui est hyper solide. Tu savais, toi, quand il est venu te voir il y a quelques années, au début de sa carrière en Floride, et que tu l'as un peu aidé, tu savais qu'il serait fait pour le circuit américain à ce point-là? Ça a été la discussion qu'on a eue, justement. C'était une des questions qu'il m'a posées. Est-ce que je suis assez bon pour passer pro? Tu vois, c'est dément. C'est dément. Et en fait, la réponse que j'avais, c'est à l'époque, moi, je sais pas, j'étais largement dans les 40 meilleurs en Europe ou un truc comme ça. J'avais déjà gagné, je sais pas combien ça, 5 fois, 6 fois sur le circuit, un truc comme ça. Et je lui avais répondu, écoute Mathieu, moi, le 100e européen, je lui mets des raclés en permanence. C'est-à-dire qu'il me fait pas peur du tout. Tu vois, il est pas là. Et puis toi, je joue avec toi depuis, 2-3 semaines. On joue tous les 2 jours, et que je gagne un match sur 2. C'est-à-dire que tu es meilleur que le 100e. Bien sûr que tu peux passer pro. Et à l'époque, il était, je crois, il allait passer pro, je crois, ou il jouait déjà l'Alps Tour ou des trucs comme ça. Tu sais, des tout petits trucs. Et avec un jeu qui était déjà très développé, mais où justement là où il a été très très fort, c'est qu'il a fait des choix de jeu qui, à la place de travailler ton golf en permanence, tu vois, de le travailler sur je travaille mon swing, c'est ce qu'on entend beaucoup. Lui, il a décidé, voilà, je fais ce swing là et puis je le répète. Mathieu, c'est toujours quelqu'un qui a été un peu comment dire, pas anxieux de ce qu'il allait faire, mais toujours très non, je dirais pas pessimiste, mais très humble de sa performance, tu vois. Et que avec la volonté d'aller le plus haut possible. Donc ce qu'il a fait, c'est que au début, il se mettait des barrières, et puis les barrières, il les pète les unes derrière les autres. Après, le travail, c'est lui qui l'a fait, et puis il l'a fait parfaitement. Quelle victoire il a fait là.
le putt au 18. Je sais pas si tu as vu ma vidéo sur Instagram. J'étais devant la télé comme un fou. Quand tu regardes l'interview qu'il donne à la fin du 18, là, tu vois, il cite Céline Boutier comme son, pas son exemple, mais la personne à aller chercher en France, tu vois, par exemple. Ouais. D'aller à majeur, tu vois, il l'annonce sur le Green du 18, donc c'est bien. Et puis là, on va le voir à Augusta, on va le voir à l'US Open, on va le voir au PGA, on va le voir partout. Là, c'est vraiment très très bien. Puis sa maman a regardé la télé pour la première fois pour sa victoire ce soir. J'ai réussi à la persuader. Ah bon? Sinon, je crois que je lui disais que je lui bottais le cul ou un truc comme ça. Parce qu'elle regarde pas d'habitude. Non. Bah, elle a pas regardé en Espagne, elle avait pas regardé, non, parce qu'elle y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Elle pensait non, je vais lui porter la poisse, tu sais. Mais là, elle a regardé. Je suis content pour elle. C'est génial. Voilà, énorme victoire pour le golf français. Et Golf Channel l'a même dit, hein, ils ont fait un petit montage photo en titrant la renaissance française avec Céline Boutier et Mathieu Pavon. Finalement, Céline Boutier et Mathieu Pavon, peut-être deux profils qui se ressemblent, hein, deux énormes travailleurs. Et le succès est là. Peut-être, c'est sûr. Ouais, mais c'est plus pareil qu'avant, je trouve, le niveau des victoires. Avant, quand on parlait de toutes les victoires de Greg Avray, par exemple, ou toutes les victoires françaises, on parlait... Vous savez, de beau swing, de talent, de récompense du talent. Et là, avec Boutier-Pavon, je trouve qu'on est plus sur des profils... travailleurs. On n'aime pas ce mot parce qu'on l'utilise mal, le mot besogneux, mais vous voyez ce que je veux dire, les gars. Bah surtout qu'il partait de beaucoup plus loin, Mathieu Pavon. Il avait peut-être moins de talent que les autres. Et Céline Boutier aime le dire aussi, j'avais moins de talent que les autres à la base. C'est pas facile à croire, mais je trouve qu'on est plus sur le même type d'exploits français que dans les années 2008-2010, où on gagnait un tournoi tous les mois quasi. Après, c'est des exploits construits, c'est ça que tu veux dire plus dans le boulot et dans la sueur que dans l'expression du talent et de la fluidité de swing. Après, là, il y a Greg Avray qui dit que quand ils sont arrivés sur le tour, eux, il n'y avait pas grand monde sur le tour. Donc il a fallu déjà qu'il y ait du nombre sur le tour. Et après, qu'il y ait beaucoup de joueurs qui gagnent. Il y en a eu de plus en plus. Après, il y a eu Victor Dubuisson, quand même, qui s'est frotté aux meilleurs mondiaux. Il y a Levey qui a joué la Ryder. Il y a Van de Velde avant, mais Levey l'a gagné. Enfin, là aussi, le golf français est en progression depuis toujours. Et enfin, en tout cas, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et bien là, à chaque fois, ils repoussent un peu plus les limites, et voilà, maintenant les limites c'est de gagner en majeur comme Céline Boutier ou de gagner sur le PGA Tour comme Mathieu Pavon. Tout le reste quelque part a été fait. Et nos limites aussi, il y a encore des limites, c'est que on n'a que 3 joueuses et 3 joueurs sur le circuit principal, le LPGA et le PGA Tour. C'est-à-dire que là, on sera jamais évidemment comme les Anglais à aligner 10, 15 pour l'instant, joueurs. Oui, mais je pense que ça arrivera jamais. Mais on n'aura jamais la densité. Mais c'est vrai qu'on faut qu'on casse un nouveau plafond, c'est envoyer davantage de joueurs chaque année. Parce que là, on n'en a que 3, donc on est quand même dépendant de la forme de 3 Et surtout, Benoît Ducoulombier, qu'on va voir aussi, le dit. Il dit, moi je ne crois pas en prendre un joueur et le monter tout en haut. Il dit non, il faut faire monter la masse, et dans la masse, il y en a toujours un qui sort. Voilà, la preuve, il y a eu Céline Boutier, il y a eu Victor Dubuisson, maintenant c'est au tour de Mathieu Pavon. Victor Pérez est pas loin, et encore une fois, Romain Langasque n'est pas passé loin en fin de saison de monter sur le PGA Tour. Même Julien Guerrier, il pouvait jouer sa chance, malheureusement il a été blessé. Voilà, on a de plus en plus de joueurs qui côtoient le haut niveau. Bah forcément, ça sort. Encore une fois, on n'est pas plus bête que les autres, et on le voit dans d'autres sports, on franchit les premières places. On est la meilleure nation collectivement. En tennis, on a un peu plus de mal. En golf, on avait encore plus de mal. Bah, c'est en train de changer, tant mieux pour nous. Allez, justement, quelle résonance a eu le succès de Mathieu Pavon en France? Héloïse Girard et Manon Cambrai sont allés à votre rencontre au golf de Longchamp. Oui, bien sûr, comme bon nombre de passionnés de golf, voilà, à la télévision, jusqu'à 1h avancée de la nuit, oui, bien sûr, oui. Puis on a sauté sur le canapé plusieurs fois, quoi, voilà. Oui, effectivement, ce dernier tour de dimanche était plutôt assez extraordinaire. On a connu des hauts et des bas en le regardant, mais surtout un 18e trou qui est vraiment exceptionnel, sur lequel il démarre avec un drive qui est complètement, on va dire, à gauche, pas habitué à ce genre de choses. Et puis 2 shoots de recovery qui le font terminer à quelques mètres du drapeau. C'est vraiment en tout cas un coup incroyable pour finir sur ce 18. J'ai arraché, tout le monde était en train de dormir chez moi, j'ai sauté de joie. J'ai fait waouh, super, voilà en gros. Non, fabuleux parce que je suis resté devant la télé, les 3 derniers trous extraordinaires quoi, parce que même les commentateurs disaient qu'il avait plus de swing, qu'il avait plus rien. Et un mental d'enfer, quoi. Donc extraordinaire pour les Français. J'ai vu les résultats sur des journaux sportifs. J'ai trouvé ça assez incroyable, le fait qu'il débute sa saison
depuis quelques semaines et qu'il ait déjà engrangé une victoire. Donc si je ne me trompe pas, ça doit faire plus d'un siècle qu'aucun Français n'a gagné sur le PGA Tour. Oui, j'ai regardé et j'ai surtout vu le dernier putt, qui a été sa victoire incroyable. D'abord, c'était très bien pour la France, parce que je crois que ça fait 110 ans qu'on n'a pas gagné, quelque chose comme ça, ou 120 ans. Et donc pour la France, c'est très bien, pour le golf, c'est très bien. Et ce que j'ai espéré, c'est que ça dynamise encore tout ce qui se passe dans le golf en France. Comme quoi, ça c'est très important, surtout pour mes élèves et puis pour tous les amateurs français ou les autres, comme quoi il n'y a pas forcément que la technique, que le golf c'est un sport, on va dire un peu, holistique, où il y a plein de caractéristiques autres que la technique qui viennent compléter le niveau d'un très bon joueur de golf, et je pense que c'est une bonne leçon aussi pour les amateurs. De toute façon, à ce niveau-là, c'est forcément extraordinaire, quoi. J'ai trouvé qu'il était terriblement contrôlé et qu'il est arrivé à voir psychologiquement ce qu'il fallait avoir tout au long du parcours et qui est souvent le défaut que nous avons en France. Je l'ai trouvé vraiment très solide dans le sens où même après, et on l'a vu sur le 18e, même après des mauvais coups, il a réussi à rester concentré, il a réussi à récupérer éventuellement les yards ou les mètres qu'il avait perdus et la distance qui lui manquait. Très confiant dans sa tête, donc on espère qu'il va être solide, qui va conforter, on va dire, son état d'esprit, et puis qu'il soit dans le top mondial, bien évidemment. Heureux pour le golf français, parce qu'au-delà de la performance, il y a d'abord Céline Boutier, il y a eu Pérez, il y a les bonnes performances de Rosner, donc c'est pas un cas un peu isolé. Voilà, on sent bien que là il y a quelque chose qui est en train de pousser, et avec plusieurs performances de golfeurs français, de golfeuses, parce que Céline Boutier a donné la voix. Donc c'est plutôt intéressant ce collectif de performances. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors évidemment que ça dure, comme disait, voilà. Et c'est plutôt encourageant, je trouve. Je trouve que c'est vraiment bien. Il y aura du marketing, de la diffusion, il y aura de la presse, ça peut donner aussi envie à pas mal de gamins de se mettre à ce sport, d'en changer éventuellement l'image aussi. Donc non, c'est positif à plein. Et puis je pense que ça conforte aussi la Fédération française de golf dans ses choix, ses orientations, ses arbitrages. Donc oui, je trouve que c'est plutôt positif à plein d'égards, oui, bien sûr. Et puis en plus, il est plutôt sympathique, ce Mathieu Pavon. Donc longue vie à Mathieu Pavon et à ses performances. En tout cas, je pense que Céline Boutier a ouvert la voie par rapport à tous ces golfeurs professionnels que l'on peut avoir sur le Tour européen, les voir aller également sur le Tour américain. Je crois que Pavon a également fait ses études sur le territoire américain, donc c'est un territoire qu'il connaît bien. On sait que c'est le domaine le plus exigeant, en tout cas dans le monde. Mais c'est bien, elle a ouvert la voie, ça veut dire aussi que les Français peuvent gagner. On n'est pas toujours cantonné à être au milieu de tableau, 50e, 30e, 10e pour les meilleures performances. Mais oui, ça fait quelques années qu'en tout cas on n'avait pas vibré comme ça depuis Victor Dubuisson ou autre. Mais oui, ça fait plaisir et c'est que le début en tout cas. Pavon est sur une belle lancée là depuis quelques mois. C'est-à-dire que la fédération fait un travail en amont, les pros de club, tous les acteurs du golf sont a priori très performants puisque ça commence à payer. On nous a souvent critiqué en disant les Français ne gagnent jamais. Et plus ça va, plus on gagne, tant mieux. Écoutez, c'est formidable. Pour une fois, on a quelques Français qui arrivent au top niveau. Il n'y a pas assez de jeunes qui se lancent dans le golf. Si on veut vraiment des grands champions, il faut qu'ils démarrent très jeunes. Alors maintenant, c'est bien qu'il y ait maintenant 3-4 Français de haut niveau. Donc on les trouvera toujours dans le top 10, c'est très bien. Ça dit que l'enseignement fait des progrès énormes et que le sport lui-même fait des progrès énormes. Je pense qu'il y a un grand travail de l'entraînement et des écoles sur le sujet. Voilà, je pense qu'on arrive petit à petit et il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine professionnel pour pouvoir arriver à ces niveaux-là. En tout cas, j'espère que ça va être une source de motivation pour la nouvelle génération qui va arriver. Je crois qu'il y a une trentaine d'années. Donc si ça pouvait continuer à motiver les plus jeunes à parfaire et à réussir aussi bien sur l'européen que sur le PGA Tour. En tout cas, c'est une victoire qui fera date dans l'histoire du golf français. Peut-être un déclic aussi pour les autres qui vont se dire que maintenant, voilà, Mathieu Pavon a réussi à gagner sur le PGA Tour. On pense à Victor Pérez, à Paul Barjon et à peut-être un petit complexe
mental qui va se débloquer. Depuis 20... Première étape est franchie en tout cas. Depuis plus de 20 ans qu'on suit le golf, on voit chaque année quand il y a une victoire, ça fait du bien aux autres. C'est toujours pareil, tous ceux qui s'entraînent avec Mathieu Pavon depuis des années ou qui l'ont vu le passer devant, eux ils se disent si lui l'a fait, c'est possible, il faut juste que je bosse bien et que je bosse. Et là, tous les rêves sont possibles. Là aussi, encore une fois, Greg Avril le dit, le plafond de verre est tombé et maintenant... il reste plus quoi? Enfin, les majeurs, Céline Boutier l'a fait, mais il reste un majeur chez les hommes. Mathieu, il va aller le chercher. Victor Pérez, on sait aussi que lui y croit. Et pourquoi pas d'autres? Honnêtement, maintenant, le meilleur est à venir. Benjamin, qu'est-ce qui t'a toi le plus impressionné chez Mathieu quand tu as regardé, quand tu as allumé ta télé? C'est quoi? C'est la résistance sous pression? Ouais, c'est ça, c'est l'impression. On en parlait avec un ancien collègue, avec Jean Arnaud. Pour l'anecdote, qui travaille à la Française des Jeux, donc sur les paris sportifs, il disait un peu comme on disait tout à l'heure, un peu à l'ancienne. Qu'est-ce qui va lui arriver? Et là, 2 trous de la fin, je lui ai dit par-dessous, non, c'est bon, c'est plié quoi. Et je le pensais vraiment. Cette sensation que rien pouvait lui arriver. C'est une sensation, évidemment. Il aurait pu aussi faire une douille ou finir enfoncé dans le rough ou reprendre la balle dans le plein thorax sur sa sortie de bunker. Ça aurait pu arriver. Elle a tapé le bord. Mais là, cette impression de solidité qui me fait bizarre et qui me faisait dire ce que j'ai dit il y a 2 minutes sur ce côté solide et moins basé sur le talent, sur le côté chaud des victoires d'avant côté français quoi. Ouais, surtout que sur ce trou 18, ce 3e coup, on a tous eu peur, on s'est dit cette balle elle va jamais faire la distance. Mais même après le putt de 1 mètre, j'avais même pas eu peur, tu vois, c'est ça qui fait bizarre. Je me dis non, ça va le faire. Alors qu'on avait évidemment cet ADN de français à se dire qu'on pouvait se dire non, il va se passer une cata, il va faire une dinguerie. Mais là non, tu sais, tu le sens pas comme ça quoi. Arnaud? Non, mais après coup, c'est toujours facile à dire. Non, mais c'est vrai qu'il était solide de toute façon. Encore une fois, il fallait faire ce qu'il a fait. Il fallait faire birdie. Son caddie lui disait non, on va assurer le coup, on va jouer sur le côté. Lui, il a dit non, si je perds, je veux perdre comme un homme. Et il a été chercher le birdie. Il fallait parce que c'est fort cette phrase d'ailleurs. Oui, et Højgaard rentre l'eagle, donc il gagne qu'avec 1 point d'avance. Donc bravo. Højgaard fait birdie. Il fait birdie. Il fait birdie, mais enfin, en tout cas, il gagne qu'avec 1 point d'avance. En tout cas, il lui fallait ce birdie. Et voilà, ça prouve sa solidité. Il l'a démontré, encore une fois, depuis le mois d'octobre. C'est toujours pareil, ces succès-là, ça se construit pas en un jour. Il l'a prouvé depuis le mois d'octobre et il l'a encore prouvé sur ce dernier tour. Allez, justement, on va l'écouter Grégory Avray, qui est proche de Mathieu Pavon et qui a évidemment pas loupé une miette de son succès. J'imagine que vous êtes comme tout le golf français, abasourdi et fou de joie par cette victoire de Mathieu Pavon. Ouais, bluffé, abasourdi, oui, fou de joie bien sûr, bluffé, je pense que c'est même presque un terme un peu plus adapté. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait quand même depuis sa victoire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a l'impression qu'il y a une espèce de fusée là qui a décollé de Kourou. C'était beau, c'est génial pour tout le monde. Qu'est-ce que ça représente pour le golf français, d'après toi? C'est quelque part un plafond de verre que Mathieu vient de casser, peut-être pour toute une génération, pour tout un pays, j'espère. Après, il le doit qu'à lui. Et là où il est aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, il est très méritant et c'est quelque chose d'assez dingue. Mais il y a quand même pas mal de chances pour que tout le golf français soit aspiré par cette dynamique. J'ai l'impression qu'il y a quand même depuis peut-être 20-25 ans tout un tas d'échelons qui sont gravis, alors peut-être pas année après année, mais voilà, il y a des générations qui s'enchaînent, qui se succèdent les unes après les autres, et on a l'impression que c'est toujours un peu mieux, à chaque fois c'est mieux. Nous on était peu sur le tour, il y a eu plus de monde, après on s'est rapproché de certains majeurs, il y a des joueurs qui ont commencé à choper la carte aux US, on commence à gagner aussi des Rolex, etc. Et là, il y a 3 joueurs français qui ont la carte sur le PGA Tour. C'était une première. Là, Mathieu qui gagne, c'est une grande première. Je trouve qu'il y a beaucoup de... la pente, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait qu'elle soit un peu plus marquée et un peu plus rapide, mais pour moi, la progression, elle est assez notable. Et là, ce que vient de faire Mathieu... là, pour le coup, lui, ça a été vite, là, en quelques mois, et seulement après quelques tournois sur le PGA Tour, capable de gagner, c'est dingue. Peut-être que ça va pas s'arrêter là et que ça va continuer, mais en tout cas, ça risque d'emmener pas mal de personnes dans son sillon, et ça, c'est une bonne chose.
T'es bordelais, enfin en tout cas maintenant d'adoption, tu vis à Bordeaux comme lui, donc on imagine que tu l'as vu grandir. Il a passé par toutes les étapes, Alps Tour, Challenge Tour, Tour européen. La première fois que tu l'as vu, enfin, ça fait combien de temps que tu le côtoies et qu'est-ce que tu penses de cette ascension? C'est drôle parce que je me rappelle très bien de la première fois. Je faisais un Schweppes à Bordeaux et c'est Vincent Paris qui m'a dit écoute, j'ai un jeune du club là. Il aimerait bien cadayer, oui, il m'a dit qu'il voudrait bien cadayer. J'ai pensé à toi, est-ce que tu es OK? Je lui ai dit, bah oui, pas de problème. Et j'étais au départ du 10 des vignes, non, des châteaux, pardon. C'était le premier tour et Mathieu est arrivé comme ça au départ du premier tour et on s'est présenté. Salut Mathieu, Greg. Et donc il a pris mon sac et il m'a cadayé et c'est parti. Et c'était le début, franchement, d'une belle histoire parce qu'on est quand même. C'est vrai, assez proche. Je m'entends très très bien avec lui. Il est extrêmement proche de Julien Ken et on a toujours fait beaucoup de parties à Bordeaux. Et c'est vrai qu'il y a quand même une émulation sympa pour ça dans notre région, là, avec tout un tas de joueurs qui sont assez dynamiques justement au niveau des entraînements. Je pense à Xavier Ponceler, Noah Awa, Mathieu Rinaldo, il y a eu Édouard Dubois, Édouard Espagna, voilà, Juju Ken, Greg Bourdi bien sûr, et donc Mathieu Pavon et moi. Et c'est vrai que le fait de beaucoup s'entraîner ensemble, de passer beaucoup de temps ensemble, ça nous a tous servi les uns les autres. Et je pense que Mathieu, ça a joué quelque part de passer beaucoup de temps avec nous. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu pris d'une certaine manière sous notre aile, et notamment Juju Ken. Et c'est vrai que ça l'a probablement aidé quand Mathieu est arrivé et a commencé à vraiment bien jouer. C'était un petit peu sur le tard. Il n'était pas vraiment sous les projecteurs au niveau de la fédération ou même au niveau de la région. Et il a eu un petit peu de mal à bien jouer, à mettre en place les choses qu'il fallait, parce que c'était pas simple pour lui de les mettre en place. Personne lui a facilité la vie, personne lui a facilité ce travail important qu'il a mis en place, mais malgré tout, avec une volonté d'acier, une envie profonde de réussir, et il s'est jamais caché de vouloir jouer sur le PGA Tour un jour. Et grâce à ça, et puis peut-être grâce à tout ce temps qu'on a passé tous ensemble et à ces entraînements, voilà, il a réussi à faire en sorte, à mettre brique après brique, à construire son mur petit à petit et à réussir ce que peu de personnes, voire aucun Français n'a réussi avant lui. Donc il n'était pas forcément prédestiné à ça au début, en tout cas dans les premières années. Et je pense qu'il croyait énormément en lui et il y avait un petit noyau de personnes autour de lui qui croyaient en lui, contrairement à d'autres personnes de cette génération qui étaient peut-être un peu plus douées à l'époque. Mais aujourd'hui, il a largement fait son retard et c'est un leader pour le golf français magnifique, parce que c'est une super personne. Au-delà d'être un très bon joueur de golf, c'est un ambassadeur exceptionnel pour notre sport. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, tiens, parce que je le rappelle, il a fait Alps Tour, Challenge Tour, tout ça, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, tiens, il va aller haut, il va gagner sur le Tour, voire il va aller sur le PGA Tour, il va gagner. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit… Moi, ce qui m'a toujours bluffé chez lui, c'est pour moi quelque chose que j'aurais aimé, moi, avoir un peu plus naturellement. C'est qu'il a toujours été très sûr de lui. J'ai toujours trouvé d'extérieur qu'il avait ce côté, voilà, j'y vais. Il faisait des bonnes parties, des mauvaises parties, peu importe. On le battait plusieurs jours de suite. Il était dans un process, il était dans quelque chose. J'avais l'impression quelque part, inconsciemment ou consciemment, quelque chose de plus grand. Il ne s'arrêtait pas sur le moment présent. Et ça m'a toujours pas mal bluffé. Et je me suis toujours dit que ça, c'était une force. J'ai toujours entendu dire que Ballesteros, lui, quand il loupait un coup, c'était jamais de sa faute, quoi. Il y avait toujours une raison, quelqu'un qui bougeait, le lie qui n'était pas normal, le rebond qui n'était pas prévu. Et Mathieu, il a une forme de ça. Il a une forme de, voilà, je suis un bulldozer, j'avance, je fais mon process, je mets en place les choses avec des personnes compétentes. Je crois en ce qu'il me dit, j'écoute personne d'autre. Et ça aussi, c'est une force, parce que quand on doute parfois, et je suis sûr qu'il a dû douter, à certains moments de sa carrière, qui n'a pas été que facile. Lui, au lieu de laisser ce doute s'installer, de remettre les choses en question, non, au contraire, ça n'a jamais été le cas. Il a toujours su prendre des décisions pour servir son intérêt sur le long terme. Et il a toujours su s'entourer de la meilleure manière qui soit, et il a toujours réussi à mettre des choses en place
qui laissait entendre, c'est facile à dire après le coup, mais bon, qui montrait quand même un certain esprit, une certaine précocité qui était pas habituelle auprès de tout le monde. Voilà. Et c'est vrai qu'il a ce côté-là qui, moi, m'a toujours bluffé. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un moment spécial où je me suis dit, tiens, bah là, ça va arriver, alors je ne pensais pas que ça allait arriver, etc. Ça a plus été vraiment sur du... voilà, ça a été un chemin, une lente montée, mais stable et fidèle à lui-même. Et 6 mois plus tard, je ne le retrouvais pas à l'envers de ce qu'il disait 6 mois plus tôt. Et ça, je pense que c'est une grande qualité et peut-être sa plus grande qualité sportive. Pour terminer, quel futur, quel avenir tu le vois? Je pense qu'il n'y a pas besoin de il n'y a pas de limite, quoi. Il peut tout espérer. Quand on voit comme il joue depuis un mois, depuis 6 mois, et depuis son arrivée sur le PGA Tour, franchement, il est 34e mondial, il est 2e de la FedEx, je crois. Moi, je pense qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est de continuer encore plus fort. Et je pense que ça... Le fait d'être performant et d'avoir des résultats à la hauteur, peut-être même au-delà de ses espérances, peut être un frein chez certaines personnes qui se croient arriver. Je ne pense pas que ce soit le cas chez Mathieu. Je pense qu'il va nous réserver de belles surprises. Je pense qu'il vient de prendre un peu le lead du golf français avec Victor aussi, Pérez. Les deux, là, ils sont en train de vraiment prendre les choses en main au niveau du golf français. Et je pense que ça aura des répercussions exceptionnelles sur le futur de notre sport ici en France. Et je pense pas qu'il va s'arrêter là. Je pense qu'il a maintenant l'objectif Masters, les 4 majeurs, ce PGA Tour, cette FedEx, et là, il y a plus de limite. Donc, j'espère qu'il pourra arriver dans les 10 premiers mondiaux. Sincèrement, je pense qu'il en est capable. Merci beaucoup, Greg. On a hâte de voir la suite, en tout cas. Exactement. À nouveau. Avec grand... Hein? Ok, à bientôt. Salut Arnaud, à bientôt. Merci. Merci à toi. Bon, nickel. À très vite. Ah ouais, à bientôt. Hein? T'es bien rentré, ça va? Ouais, nickel. T'as pris le froid pareil. Voilà, Grégory Avray bluffé, comme nous tous, de ce succès, le deuxième de l'US Open 2010, qui l'a vu grandir, qui l'a vu évoluer, qui l'a vu le dépasser. Est-ce qu'il était un peu dégoûté de... Non, on le voit bien, il est ravi, mais encore une fois, moi j'avais la chance d'être à Marrakech avec quelques-uns des meilleurs pros français. Tout le monde était ravi. Ravi, mais un peu jaloux ou non, ravi? Ça donne envie. Mais non, ça donne envie. Et puis encore une fois, tous les autres derrière, lui dit, Greg, pour moi c'est trop tard. Il dit, mais il fait tomber, il le dit très bien, il fait tomber un plafond de verre et les autres vont s'engouffrer dans la brèche derrière. Il n'y a pas de raison. Encore une fois, Jean Van de Velde, première victoire sur le Tour européen, 93. 93 la première victoire sur le Tour européen. Et depuis, on en a 30. La première victoire sur le PGA Tour 2024, peut-être dans 20 ans, on en aura 30, 40, je ne sais pas combien on en a. Merci Johnny. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera Mathieu Pavon au Masters en avril prochain, et ça c'est énorme d'avoir d'ores et déjà un Français qualifié pour Augusta. Oui, ça faisait un petit moment, et puis on a hâte de le voir en majeur. Mathieu, sur ces majeurs, on l'a déjà vu. Déjà même sur les plus gros tournois, il y sera cette semaine à Pebble Beach, donc déjà même ça, c'était pas fait jusque-là. Voilà, toutes les portes s'ouvrent devant lui dans le top 50 mondial. Et surtout, on a la sensation qu'il peut faire quelque chose en majeur. Moi, je suis curieux de le voir à Augusta, voir comment ces grands drives en fade vont se goupiller avec le parcours qui est très dogleg gauche, qui est, on le dit, selon le cliché, très propice au draw aussi, beaucoup de balles au-dessus des pieds aussi, je crois, à Augusta. Je suis curieux de voir comment Mathieu Pavon va s'adapter avec ces formes de drive de gauche vers la droite. Ouais, on sait que Keimer a eu du mal à ce niveau-là. Il a voulu changer son swing, il s'est un peu perdu. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais on avait posé la même question à Victor Pérez. Il avait dit, parce que quelqu'un a aussi un peu le même sens de jeu, il dit, moi, ça me pose pas de problème. Mais c'est sûr que ça va être très, très intéressant de voir Mathieu. Et puis, de toute façon, encore une fois, ça fait quelques années qu'il est sur le Tour européen. Mais Fabien Pigalle l'a très bien dit à Benoît Ducolombier, personne ne l'a vu venir, Mathieu Pavon.
honnêtement, voilà, il était 800e mondial quand il est passé professionnel. Et il le dit, Mathieu, c'est un peu ce qui a fait sa force aussi, le côté je vais montrer à tout le monde que je suis capable de le faire, quoi. Et donc à Augusta, on peut, voilà. On va rêver, on va le regarder et il va, je pense, très bien s'en sortir. En tout cas, ça va être intéressant. Moi, je l'attends pas trop à Augusta. Enfin, Jabal a pris une bonne surprise, évidemment. Mais moi, je l'attends vraiment à l'US Open, voire sur certains parcours. L'US Open qu'il connaît déjà, d'ailleurs. C'est quel parcours, pardon? Dans l'US Open, le tournoi qu'il connaît déjà, qu'il a déjà joué 3 fois. 25 à Shinnecock 2018 ou 2019. 2018, et c'était l'un des plus sélectifs de ces 10 dernières années. C'est vrai, il a vraiment le type de jeu pour l'US Open, voire certains PGA Championship, avec du rough et de la solidité qui est demandée au départ. Alors évidemment, on a tous suivi cette victoire de Mathieu Pavon. Victor Pérez également, qui était dans le champ, qui n'a malheureusement pas passé le cut, mais il n'a pas loupé une miette lui aussi de cette victoire de son copain Mathieu Pavon. On l'écoute. Il a super bien démarré la saison, il a entre guillemets pas trop coupé parce que je crois qu'il a été à La Réunion, il a fait un tournoi, il a été joué à Maurice parce que il est ambassadeur du golf, donc il a pu continuer dans cette dynamique et derrière il a pu enchaîner, il a super bien démarré à Sony. La semaine dernière il a bien joué, même si voilà, peut-être qu'il aurait forcément aimé faire mieux. Et cette semaine, voilà, il s'est mis en position, c'est un parcours qui a été hyper difficile. Et voilà, il a montré beaucoup de courage sur la fin de partie en rentrant des putts difficiles, sur un retour avec... voilà, je pense que pas mal de gens l'ont critiqué en voulant... voilà, peut-être... oh, il tape un gros fade, ça va pas tenir sous pression, ceci, cela. Et moi, je suis le premier à dire qu'il a prouvé à tout le monde aujourd'hui que beaucoup de personnes avaient tort et que voilà, il a pu finir le job, il a pris son courage à deux mains au 18 depuis le rough et mettre la balle à, je sais pas, 2 mètres 50 du drapeau et rentrer le putt et fermer la porte et même pas aller en playoff. Donc c'est une super victoire pour lui personnellement, je pense qui est hyper importante. Et puis derrière, voilà, ça lui ouvre des portes pour les majeurs cette année. Et voilà, et pour le golf français, je pense que c'est aussi un gros pas pour tout le monde de voir que entre guillemets, c'est possible de s'installer sur le PGA Tour et de gagner et de le faire en peu de temps, entre guillemets. Donc, un grand bravo à lui. On a discuté un petit peu tout à l'heure au téléphone, je l'ai laissé faire à tous ces médias qu'il a dû faire après la partie. On a échangé un petit peu rapidement avant qu'il passe une bonne soirée, j'imagine. Et voilà. Voilà, Victor Pérez qui a réagi à la victoire de Mathieu Pavon. En tout cas, cette victoire qui lui ouvre les portes des plus gros tournois. Déjà cette année, les 4 majeurs, c'est fait. Le Players et Pebble Beach la semaine prochaine, premier Elevated Event. Pour le reste, c'est un peu flou. Je crois que même lui n'était pas trop sûr de ce qu'il allait jouer. Au courant de ce qu'il allait jouer samedi soir chez lui. Il a dit que la seule chose qu'il savait, c'est qu'il allait dîner chez Nobu. Voilà. Chez qui? Chez Nobu. C'est une chaîne de restaurants. Ah d'accord. De la viande de qualité. Ouais, d'accord. C'est une très bonne info ça. Mais non, Nobu, alors attendez. Mais Nobu où? Alors lequel? Celui en Californie ou? Celui en Californie, bien sûr. Non, mais il a dit c'est la seule chose dont je sois sûr ce soir. D'accord. Il a emmené des supporters français. Il a même parlé de lui à la 3e personne. Il a dit Mathieu Pavon est sûr d'aller dîner chez Nobu ce soir. Pour le reste, je sais pas. Il faut que je regarde avec ma team. C'est le nouveau Alain Delon du golf. En tout cas, Mathieu Pavon est désormais 34e joueur mondial. Évidemment, il est rentré dans ce top 50 à vitesse grand V. Il va y rester pendant un moment, on espère en tout cas. On n'a pas de boule de cristal, hein, mais c'est vrai qu'il inspire. C'est bien parti en tout cas. Encore une fois, comme Céline. 3 tournois, on voit. Enfin, Victor Pérez, il passe pas le cut. Paul Barjon, il passe pas le cut non plus. C'est dur de passer les cuts sur le PGA Tour. Lui, 3 tournois. Mais surtout qu'il a marqué des gros points. Et donc top 10, une victoire. Là, il a la confiance au maximum. Il dit j'adore tout ce qui se passe là-bas. Enfin, on voit pas pourquoi il va switcher d'un coup et puis ça va s'arrêter, non? Et surtout le fait de rentrer dans ces Elevated Tournaments c'est un peu un cercle vertueux. Il va marquer des gros points et ainsi de suite. Le plus dur, c'est d'y rentrer une fois que vous y êtes. Voilà. Sauf si évidemment c'est la cata, mais après vous y êtes bien installé. Allez, en tout cas, on va écouter Benoît Ducoulombier, qui a été le coach de ses débuts, qui lui aussi, malgré tout, était bluffé par cette victoire de son ancien poulain.
Benoît, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. À Mandelieu, sous le soleil. Alors je sais que tu avais prévu peut-être un autre programme et ton téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis ce matin. Écoute, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Moi, je suis tellement fier de lui. Je lui ai envoyé un message ce matin. Il m'a répondu un message tellement sympa que voilà, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit je sais pas, c'est privé ça. Il m'a dit quoi? Ah, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Puis j'ai reçu un petit message de Pascal Grisot, de Christophe Muniezia, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, Mathieu? Mathieu, je lui ai envoyé un petit message. Oh là là, toi alors, je suis tellement fier de toi, bravo Mathieu. Et lui m'a répondu, merci Benoît, merci pour tout ce que tu m'as donné. Voilà, c'est sympa. Ouais. Et puis sa mère et le président de la fédération, Christophe Muniezia, etc. Et justement, on revient là-dessus. Qu'est-ce que tu lui as donné, toi, Benoît, à ce Mathieu Pavon que personne n'a vu venir, qui était sous les radars de tout le monde? Quel souvenir tu as? Comment ça s'est passé entre vous? En fait, moi, j'allais souvent à Bordeaux, au Puy-en-Médoc, pour entraîner Grégory Avray et Julien Ken. Et il y avait Mathieu, quand il avait 17 ans à ce moment-là. Il faisait beaucoup de parties avec Grégory Avray et Julien Ken. Et donc, j'ai demandé à la fédération de pouvoir l'entraîner. Et à l'époque, il n'était pas dans les clous, en fait. Donc, c'était compliqué. Donc, le soir, il jouait avec nous. On faisait les parties. Et puis, le soir, après que j'avais fini avec mes 2 joueurs, j'allais m'occuper de lui une demi-heure ou 1 heure. Et donc, c'est un garçon qui était très, très volontaire, très déterminé, en fait. Très déterminé, avec un gros potentiel physique, en fait. Et donc, je m'en occupais jusqu'au moment où la fédération m'a accepté que je le prenne dans mes groupes, que je m'en occupe. Et donc, j'ai commencé à l'accompagner au début sur l'Alps Tour. Il faut savoir que la première année, il a raté la catégorie Challenge Tour, parce que quand tu finis dans les 5 premiers de l'Alps Tour, tu obtiens une petite catégorie Challenge Tour. Et je crois qu'il avait raté la catégorie de 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Et donc, pour dire où il est maintenant, en fait. Et donc, il a fallu batailler. Après, il est monté sur le Challenge Tour. Et c'était l'époque où j'accompagnais Romain Langasque, Antoine Rosner, etc. D'ailleurs, cette année-là, je crois que j'en ai mis 3 dans les 15 premiers du Challenge Tour, ou les 20 premiers, je sais plus. Et donc, il est monté sur le Tour. Et puis après, au bout d'une paire d'années, on s'est séparés parce que moi, je ne voulais plus aller faire 20 tournois par an sur le Tour européen. Donc, on a fait un espèce de binôme avec Jimmy Gouff au début, le coach sud-africain qui est sur tous les tournois. Et puis après, j'ai passé la main parce que je fais plus qu'une petite dizaine de tournois européens, en fait. Voilà, donc il a progressé, il a évolué. Franchement, je suis vraiment fier de lui parce que c'est de la volonté, du travail, de la détermination. Et... À quel moment tu t'es dit, ce garçon, il va faire quelque chose? Non, tu te dis pas ça. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Tu te dis, il respecte les consignes, il fait son boulot. Non, tu penses pas comme ça. Tu fais. En fait, tu penses que un joueur ou une joueuse, il faut que le jour où il arrête, il se dit j'ai 0 regret. En fait, j'ai exploité 99% de mon potentiel. Et donc c'est plus ça en fait, c'est de dire moi j'ai fait ce que je devais faire. Après j'ai passé la main parce qu'il fallait passer la main et que lui le souhaitait aussi, parce qu'il a toujours pris des décisions assez tranchantes pour l'évolution de sa carrière professionnelle, que ça soit avec les coachs, les caddies, l'entraînement physique, etc. Donc tu t'aperçois qu'il a du potentiel, bien sûr, parce qu'il est très costaud physiquement, il tape fort la balle, mais tu te dis pas oui, c'est quelqu'un qui va aller là ou là ou là.
tu le regardes progresser en fait. C'est sa détermination, Je crois que le mot de Mathieu, c'est la détermination. Et puis c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui sait prendre les bonnes décisions, qui a eu des moments difficiles, parce qu'il n'est pas passé par le cursus classique, équipe de France, carrière amateur, etc., etc. Mais c'est souvent comme ça. Ce sont c'est souvent les joueurs un peu atypiques qui sortent du système en fait, qui font des résultats. En fait, moi, je suis toujours parti du principe que si je faisais avancer une masse de joueurs ensemble, il y aurait des individualités qui vont se détacher, en fait. Et c'est ce qui se passe pour Mathieu, comme ça se passera pour d'autres joueurs. Mais il faut d'abord les accompagner collectivement, les faire avancer collectivement pour baisser les pressions individuelles. Et une fois que les pressions individuelles ont baissé, ils peuvent se détacher, en fait. Mais je ne crois pas au fait de prendre un joueur à un bas niveau et de le monter là-haut. Pour moi, c'est un non-sens. Il faut faire avancer une masse et après, effectivement, accompagner individuellement des joueurs vers leurs rêves, en fait. C'est quoi la morale de l'histoire pour toi de ce premier succès sur le PGA Tour? Déjà, lui, il en rêvait. Donc, il est parti là-bas. Il n'est pas parti là-bas avec les pieds de plomb. Voilà. Donc, il est parti là-bas heureux, en sachant qu'en plus, il gardait une catégorie sur le Tour européen pour l'année suivante. Donc, il est vraiment parti là-bas avec le sourire aux lèvres. Et je crois que c'est le premier point. Parce que si tu pars aux États-Unis en te disant « Oh là là, cette galère », non, lui, il n'a jamais fonctionné comme ça. Je pense qu'il a vraiment accompli son rêve. Et ça a payé très très vite parce qu'il gagne dès le 3e tournoi. C'est assez incroyable, en fait. Et que dire ? C'est un grand moment. C'est un grand golfeur qui, à mon avis, va encore évoluer parce que il est dans un système très personnel, mais il s'y tient, en fait. Je crois que la morale de tout ça, c'est que Mathieu, il a sa vision de son jeu et il ne bouge pas une oreille de là. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà, Mathieu Pavon, qu'on va retrouver cette semaine du côté de Pebble Beach pour jouer ce AT&T, ce premier signature event d'ailleurs. C'est plus Elevated Event, c'est signature event à Pebble Beach. Peut-être pour une deuxième victoire, ça serait incroyable. En tout cas, bien figuré. Il passerait top 10 mondial en cas de victoire. C'est dingue les conversations qu'on a maintenant ouais, avec les joueurs français. On se pince pour y croire. Pendant qu'on y est, allez. Pebble Beach, donc évidemment, il y a plusieurs parcours. Est-ce que ça peut lui convenir à Mathieu Pavon? On continue sur en Californie. Qui réussit bien aux Européens. Justin Rose gagne l'an dernier. Gregory Avery termine 2e de l'US Open 2010. Devant Graham McDowell. Graham McDowell, c'est pas un links, mais c'est un parcours qui peut être linksy. Donc c'est traditionnellement des parcours qui réussissent aux Européens. Donc pourquoi pas? Arnaud? De toute façon, maintenant, on savoure. Voilà, on le voit à la télé, c'est fabuleux. On se plaint de ne pas voir les Français sur le Tour européen. Maintenant, on les voit sur le PGA Tour, donc c'est fabuleux. Et sur le LPGA avec Céline Boutier sur les antennes de Journal du Golf TV et FF Golf TV le week-end. Voilà, mais merci beaucoup, messieurs. On s'est régalé à revivre cette victoire de Mathieu Pavon. On peut lui souhaiter que du bonheur en tout cas, et que du bonheur, et passer de nombreuses fois à la télé. C'est pas la dernière fois qu'on en parle et qu'on fait des émissions spéciales. Allez, merci beaucoup de m'avoir accompagné durant toute cette émission. Merci à Hugo à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!